Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre webinaire toujours consacré à l'optimisation de la situation patrimoniale du dirigeant. Nous allons commencer à l'heure parce que il n'est pas logique de faire retarder tout le monde. Les autres pourront, ceux qui sont un petit peu en retard, pourront regarder en replay la présentation d'aujourd'hui. Nous sommes sur l'acte 2, c'est-à-dire la protection du dirigeant et de sa famille. Nous avons vu les fois précédentes comment sauvegarder la valorisation de l'entreprise et la prévoyance du dirigeant. Aujourd'hui, ça sera donc la scène 3, l'optimisation de la rémunération du dirigeant. Donc, je vais lancer le diaporama. Alors, hop, voici. Alors, à nouveau, j'aime le redire à chaque fois, mais néanmoins, c'est important de le dire pour ceux qui n'ont pas déjà suivi ces webinaires. À quoi sert et comment faire le conseil en gestion de patrimoine? Le conseil en gestion de patrimoine, c'est faire l'analyse de la situation patrimoniale globale d'un client en prenant en compte ses objectifs et ses contraintes, utiliser l'ensemble des techniques, stratégies et solutions civile, économique, sociale et fiscale, visant à optimiser cette situation patrimoniale. Donc, c'est quelque chose qui est global. Donc, aujourd'hui, l'optimisation de la rémunération, je vous propose de faire le schéma de la rémunération au sens large. Quand on parle de rémunération, ça comprend pas mal de choses. La rémunération va entraîner des charges sociales, évidemment. Les dividendes qui sont de la rémunération ne seront pas pris tant qu'il n'y aura pas d'impôt de société. Les impôts de société peuvent éventuellement générer des charges sociales et tout ça, tout cet ensemble constitue le coût de la rémunération liée à l'entreprise. À ces revenus, évidemment, vous en doutez, on va payer un petit peu de sous, on va payer de l'impôt sur le revenu, soit au barème progressif ou soit pour les dividendes, notamment au PFU, le prélèvement forfaitaire unique, plus éventuellement des prélèvements sociaux. Donc, tout ça déduit va nous donner la rémunération immédiate. Nette, évidemment, puisqu'on est net de prélèvements et d'impôts. À cette rémunération immédiate, du fait que nous avons une rémunération sur laquelle nous avons des charges, il y a des cotisations, certaines d'entre elles sont productives de droit, c'est-à-dire qu'elles vont nous donner la possibilité d'avoir de la prévoyance sur le régime obligatoire, éventuellement un régime facultatif. On va avoir de la retraite également, que ce soit au niveau du régime obligatoire ou complémentaire obligatoire également, mais que ce soit également sur des choses supplémentaires telles que le PER, le plan d'épargne retraite, qui a remplacé le Madelin à l'article 83, on pourra également trouver de l'épargne salariale dans toutes ces cotisations productives de droit. Ceci ajouté au revenu immédiat, ça nous fait un revenu net global, le revenu immédiat plus les cotisations productives de droit. Si je divise mon revenu immédiat par le coût de rémunération, 1 divisé par 3, je vais avoir une efficacité, je vais pouvoir mesurer l'efficacité immédiate de ma rémunération. Et si je divise le revenu net global avec mes cotisations productives de droit par le coût de la rémunération, j'aurai cette fois-ci une efficacité globale de ma rémunération. Les revenus immédiats vont, on l'a dit tout à l'heure, générer des charges et il est important de voir sur quelle base et sur quel taux on cotise. D'abord, le dirigeant salarié cadre sur un salaire brut de 100, on va dire indice, on ne va pas dire 100 euros, bien évidemment, sur un indice de 100, les charges sociales globalement salariales seront de 20. Donc, le salaire net sera de 80. Approximativement, évidemment, puisque chaque cas est un cas et on peut trouver des petites particularités sur les uns sur les autres, mais globalement, à la hache, on est à peu près à 80% du salaire brut. Ça va générer, mon brut va générer des charges patronales aux alentours de 40%, ce qui fait donc un brut chargé de 140.
Si je prends mes charges totales sur mon net, c'est-à-dire les charges patronales plus les charges salariales, 20 plus 40, divisé par le salaire net, on va retrouver cette fois-ci un pourcentage de charges sociales par rapport au net perçu qui va être aux alentours de 75%. Lorsqu'on est dirigeant non salarié, par exemple au SSI, ex-RSI, ce régime social des indépendants, qu'on soit en régime artisanal ou commercial, puisque les professions libérales ont toutes des caisses un peu différentes, et là, on n'aura pas le temps, une demi-heure, de brosser toutes les caisses, on est dans une généralité. Donc, pour un dirigeant au SSI, sur la tranche 1, qui est égale à 1 pass, et sur la tranche 2 qui va de 1 à 4 passes, puis sur la tranche 3 qui est au-delà de 4 passes, je rappelle le pass plafond annuel de sécurité sociale qui est aujourd'hui de 41 136 €. Il y a une coquille d'ailleurs dans le diapo. Sur la tranche 1, on va cotiser à peu près à 50%, sous condition d'avoir un revenu supérieur à 1,4 passes. Parce que pour les revenus inférieurs, il y a des réductions de charges, notamment sur la maladie et également sur les allocations familiales. On va considérer que le revenu est globalement au-dessus de 50 000 € et dans ce cas-là, les charges sur la première tranche, donc jusqu'à 41 000, sera de 50%. Les charges sur la tranche 2 seront à peu près de 31%, puisqu'il y a des charges qui sont uniquement sur la première tranche. Et ensuite, sur la tranche 3, il y a également des tranches sur lesquelles, des cotisations du moins sur lesquelles il n'y a plus à payer au-delà de 160 et quelques mille €. Donc, le taux de cotisation sera de 21%. Sur les dividendes maintenant, toujours pareil, voir les bases et le taux. C'est important de voir les bases et les taux pour après voir comment la rémunération peut coûter au niveau de l'entreprise. Les dividendes, il faut d'abord regarder le résultat. Donc, si le résultat est inférieur à 38 120 €, on va avoir un impôt, un impôt à 15%, qui est le taux réduit pour les entreprises de moins de 7,63 millions € de chiffre d'affaires. Et pour les résultats au-delà de 38 120, nous avons un taux d'IS aujourd'hui pour 2021 de 26,5% et il sera de 25% pour l'année 2022. À ça, puisqu'on parle de dividendes, évidemment, on aura également des cotisations à prévoir, notamment les prélèvements sociaux qui sont de 17,20 dans certains cas ou dans d'autres cas, c'est-à-dire pour un dirigeant TNS, lorsque le dividende dépasse 10% du capital social, nous allons avoir des charges sociales, on verra ça dans un exemple tout à l'heure. Il y aura également à payer de l'impôt sur le revenu, soit un prélèvement forfaitaire unique de 12,8. Si on ajoute au 17,2, on retrouve évidemment la flat tax que l'on connaît maintenant. Et la possibilité, sur option globale, d'être imposé non pas sur le PFU, mais au barème progressif de l'impôt. Allez, je vous rappelle le barème progressif, 5, 14, 30, 41 et ainsi de suite % d'impôt pour les dividendes après un abattement de 40%. En règle générale, si la tranche d'imposition est de 30%, eh bien, il vaudra mieux prendre le PFU puisque 30% avec un abattement de 40%, ce qui fait qu'on est imposé sur 60% de 18, de 30, ça fait 18, donc c'est plus cher que le PFU. À moins d'être dans une tranche à 14, il vaudra mieux utiliser le prélèvement forfaitaire. On va prendre un exemple pour clarifier ce qu'on vient de voir au niveau des bases et des taux. On va prendre l'exemple d'un revenu net de 100 000 € à un dirigeant marié, 2 enfants. Il n'y a pas d'autres revenus à côté. On va prendre 2 exemples, un dirigeant salarié cadre, et on prendra après le dirigeant non salarié. On va prendre un brut de 127 341 €.
On aura des charges salariales de 27 341. Voilà pourquoi un chiffre avec un détail comme ça, puisque vous doutez qu'on va avoir un salaire net de 100 000 euros. Les charges patronales sont de 51 507 euros. Donc, mon salaire net de 100 000 euros. Globalement, au niveau de l'entreprise, si j'ajoute à mon net mes charges salariales et mes charges patronales, je vais avoir un coût au niveau de l'entreprise de 178 848 euros. Un impôt sur le revenu pour mon dirigeant de 13 208 euros, ce qui fait que en net, j'aurai un revenu de 86 792, soit une efficacité immédiate des 86 792 divisé par 178 848, 48,53% d'efficacité immédiate sur mon revenu. C'est-à-dire que je redistribue globalement un peu moins de 49% dans la poche du dirigeant avec un coût entreprise donné. Si mon dirigeant est gérant majoritaire, travailleur non salarié, pour un net perçu de 100 000 euros, puisque là, on n'a plus de charges salariales, une rémunération nette de 100 000 euros, je vais générer des charges à la sécurité sociale des indépendants de 41 143 euros, ce qui fait un coût global de 143 063 euros. Un impôt sur le revenu de 12 948. Je m'arrête juste un petit instant pour dire comment ça se fait qu'on n'a pas la même imposition, alors que d'un côté, on a un net de 100 000 euros et de l'autre côté, on a une rémunération nette de 100 000 euros et que l'on va mettre cette rémunération dans la même case. Tout simplement parce que à gauche, pour le salarié cadre, on a prévu une mutuelle d'entreprise, de l'autre côté, une mutuelle Madelin, et qu'aujourd'hui, la mutuelle d'entreprise, comme vous pouvez le savoir, la part patronale est soumise à l'impôt sur le revenu. Donc voilà la différence des 300 euros d'écart. Donc, on est sur un revenu net de 85 058 euros, et si on mesure l'efficacité entre ces 87 000 et le coût entreprise de 143 000, j'ai cette fois-ci une efficacité immédiate de 60%, un peu plus de 60%. La question n'est pas de se dire est-ce qu'il vaut mieux ça ou ça, hein, évidemment, c'est de vous éclairer sur les deux possibilités à partir du moment où soit vous êtes salarié cadre ou soit vous êtes dirigeant. Et il y a des cas, je dirais, où on va trouver des différences dans l'autre sens en fonction d'eux, puisque chaque cas est un cas. Mesurons maintenant l'efficacité immédiate des dividendes. On va prendre un exemple également, un résultat net de 110 000 euros sur lequel on va prendre un dividende de 50 000. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que on va dire qu'il y a besoin de garder des réserves au niveau de l'entreprise pour un investissement ou quoi que ce soit, et aussi pour avoir un dividende qui va être imposé en totalité au 26,5% de l'impôt de société. Donc, si le dividende est fait sur un salarié ou un TNS et que le dividende est inférieur à 10% du capital social, ce qui voudrait dire qu'on a un capital social de plus de 500 000 euros, dans ce cas-là, on va faire le calcul. Mon dividende de 50 000 va représenter un coût de 68 027 parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un impôt de société à 26,5 sur les 60 027, 68 027, et donc 18 027 d'impôt. Les prélèvements sociaux seront 17,2 comme on l'a dit tout à l'heure, donc 8 600 euros. Je vais prendre le PFU au niveau de l'impôt sur le revenu parce que c'est mon intérêt, et donc j'aurai 6 400 euros d'impôt, ce qui va me faire un net de 35 000 euros. L'efficacité, je la mesure à nouveau, elle est de 51% avec le même système de calcul, 35 sur 68, 51,45. On va mesurer maintenant la même chose si on est sur un dividende qui va dépasser les 10% du capital social, et en prenant un exemple également, puisque là, il faut, comme on va attaquer les charges sociales, il faut savoir dans quelle tranche de charges sociales on va être. Et donc, je mets comme hypothèse, ce qu'on a vu tout à l'heure, une hypothèse de rémunération de gérance de 100 000 euros. J'ai donc mon dividende de 50 000 euros.
Mes charges sociales, cette fois-ci, et non plus les prélèvements sociaux à 17,20, charges sociales de 15 760 €. Mon impôt de société qui n'a pas changé, 18 027. Donc, un coût d'entreprise, cette fois-ci, qui est un peu plus important, puisqu'il y a les charges sociales, mais à l'inverse, on n'a pas les prélèvements sociaux à titre perso, on n'a que l'impôt sur le revenu et donc au PFU le même montant, ce qui va me faire un dividende net plus important, 43 600, puisque à nouveau, il n'y a pas les prélèvements sociaux. Et ce qui va faire une efficacité globale, une efficacité immédiate, un peu meilleure, 52%, à peu de choses près, hein, on va dire identique, hein, entre 51,45 et 52,03, identique, mais vous voyez, là, j'ai pris cet exemple-là exprès pour montrer que des fois, c'est pas forcément nos idées reçues que l'on peut avoir en disant il vaut mieux éviter de payer des charges sociales sur un dividende, il vaut mieux les prélèvements sociaux. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, c'est la même chose. C'est la même chose et pourtant, on verra tout à l'heure, ici, au niveau de mes charges sociales, ça va me donner des droits. On va le voir tout à l'heure. Donc, maintenant, on va voir l'efficacité globale et non plus l'efficacité immédiate. On va parler des revenus différés. On va prendre toujours un exemple, toujours pareil, hein, même exemple, avec un revenu net de 100 000 €, un dirigeant marié qui a 2 enfants et pas d'autres revenus à côté. C'est le même exemple que tout à l'heure. Donc, je reprends les mêmes chiffres au global. Je ne reprends pas tous les chiffres, je reprends juste mon net, le salaire et le coût d'entreprise. Par contre, j'ajoute ici quelque chose qui est important, puisque dans les cotisations sociales que l'on avait tout à l'heure, je vais mettre mes cotisations productives de droits, c'est-à-dire qui vont générer des droits personnels, 30 894, dont 26 000, un peu plus de 26 400 € de cotisations pour la retraite. J'ajoute donc ces cotisations productives de droits, puisque c'est un peu, des droits personnels. Donc, je les ajoute à mon revenu net pour calculer mon revenu global de 17 686 €. Revenu global 100 plus les 30 000 moins les impôts et ainsi de suite. 117 000 divisé par mes 178 848 de coûts entreprise. Cette fois-ci, ma rémunération a une efficacité globale de près de 66%. Si je fais la même chose pour mon dirigeant TNS, toujours pareil, ma rémunération, mon coût entreprise, ma rémunération nette perçue après impôt, mes cotisations productives de droit 21 400. Je suis ici à une efficacité globale de 75%, un peu plus de 75%, c'est-à-dire 108 divisé par 143 063 €. Ah oui, dont retraite, effectivement. Ah oui, tiens, il y a une petite inversion au niveau de mon diapo, excusez-moi. Revenu net revenu global 108 000, après avoir ajouté les cotisations productives de droit à mon revenu net. Et cotisations productives de droit, dont 16 000 € de retraite. Vous pouvez voir ici la disparité, évidemment, entre les cotisations de retraite salariés cadres et les cotisations retraite de mon dirigeant TNS. Il y a près de 10 000 € d'écart. Le tout étant de savoir si ces 10 000 € d'écart vont générer une différence importante ou pas. On va le voir tout de suite, je dirais, puisqu'on va mesurer l'efficacité de mes cotisations retraite obligatoires. Quand je parle de cotisation retraite obligatoire, évidemment, il y a la cotisation du régime de base, c'est-à-dire les régimes sont alignés, régime de sécu, avec 4 trimestres par an, à partir du moment où on dépasse 6 000 € de revenus dans l'année. On ne va pas parler de cela, on va parler plutôt des cotisations complémentaires. Les complémentaires, Agirc, Arco, lorsqu'on est salarié cadre, on a des cotisations qui sont des cotisations
utiles et des cotisations appelées. Donc, on va faire un petit peu le détail de tout ça. Les cotisations utiles, mes taux de cotisation sont donc de 6,20% en tranche 1, tranche A, et de 17% en tranche B. Ces cotisations sont appelées à un taux de 127%, c'est-à-dire que je cotise encore 27% de plus pour équilibrer le régime. Et comme ça ne suffisait pas, on a ajouté une contribution exceptionnelle générale de 2, quelque chose, plus une contribution exceptionnelle temporaire qui dure depuis un petit moment. Bref, on arrive à des taux de cotisation aujourd'hui sur le salaire tranche A de 10,37% et sur la tranche B de 24,64%. Ces cotisations-là sont des cotisations totales et donc pas des cotisations utiles. Donc, en cotisation totale, vous avez pour un salaire de 127 000, tout à l'heure, il est ici 127 341 € brut. On a 25 500 € de cotisation totale, mais il n'y a plus que 17 200 € de cotisation utile. Donc ça, c'est important. Et ces cotisations vont me donner des points achetés à la valeur du point, ce qui va me générer sur la tranche A 186 € par an de retraite annuelle par année de cotisation à ces taux-là, et sur la tranche B, 1071 €, ce qui fait un total de 1257 €, soit un taux de rendement de 1257 divisé par mes 25 500, un taux de rendement de 4,93%. L'efficacité des régimes de retraite a diminué fortement depuis ces 25 dernières années. On était, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin une vingtaine d'années, à des taux de rendement qui étaient aux alentours de 7%. J'ai même connu des taux de rendement à 9%. Aujourd'hui, vous voyez, on est à peine à 5%, ce qui est déjà beaucoup, néanmoins, puisque l'espérance de vie à l'âge de la retraite est d'à peu près 25 ans. Or, en 25 ans de temps, à 5% par an, on a mangé plus que ce qu'on a cotisé, néanmoins. Mais, tant qu'à faire, autant voir si il n'y a pas des solutions plus intéressantes en matière de rentabilité. Prenons maintenant l'exemple de notre dirigeant non salarié à 108 883 €. Pourquoi pas 100 000 comme tout à l'heure? Parce qu'il faut rajouter à ça, au niveau des cotisations, il faut rajouter la CSG non déductible et également les Madelins, les cotisations Madelins en prévoyance en santé, sur lesquelles vous avez une déduction fiscale, mais vous n'avez pas de déduction sociale. Donc, ils sont à rajouter dans la rémunération taxée au niveau des charges et donc également sur lequel vous cotisez en matière de retraite. La tranche 1 pour les TNS est à 38 340 €. Donc, sur la tranche 1, on va cotiser à 7%, utile comme utile, puisque c'est la cotisation totale. Et sur la tranche B, la tranche 2, on va cotiser à 8%. Ces 7 et 8% nous permettent d'acquérir des points qui multipliés par la valeur du point, nous donnent un montant annuel de rente de 182 € plus 383. On voit effectivement que au total, la retraite est bien moindre qu'en retraite de cadre, mais à quel prix, puisque on a 8 300 € de cotisation complémentaire de retraite, alors qu'en salarié, on a le double pour évidemment moins du double en matière de droits. Et donc, ce qui nous fait une rentabilité, cette fois-ci, de 6,80, c'est-à-dire les 566 € divisés par 8 300, étant donné que là, on n'a pas la déperdition que l'on a entre les cotisations totales et les cotisations utiles. Donc voilà, ça c'est un point important également pour mesurer l'efficacité globale de la rémunération, de voir cette rémunération différée, puisque ces droits à la retraite, on est bien évidemment obligé d'y cotiser. Parlons maintenant des dividendes et on va voir si également ces revenus, s'il y a possibilité d'avoir des revenus différés sur des dividendes. On a l'impression que non, mais pourtant, on
on va voir que c'est possible. Toujours pareil, mon exemple, résultat 110 000 euros, dividende 50 000 euros. Mon salarié ou TNS avec un capital social inférieur, un dividende inférieur au capital 10% de capital social, donc dividende de 35 000 euros net qu'on a vu tout à l'heure, avec un coût entreprise de 68 000 euros. Quelles sont mes cotisations productives de droit? Évidemment, eh bien, elles sont à zéro puisque mes prélèvements sociaux à 17,20 ne me donnent aucun droit personnel, juste le droit de cotiser. Je me dirais, c'est déjà pas mal. Des droits à la retraite, évidemment, zéro également. Donc, mon efficacité globale est la même que l'efficacité immédiate. Par contre, pour mon dirigeant TNS, pour lequel les dividendes dépassent les 10% du capital social, je vais avoir toujours mon dividende net, comme on l'a vu tout à l'heure, de 43 600, un coût entreprise de 83 700, mais cette fois-ci des cotisations productives de 4 050, parce que comme on a vu tout à l'heure, je cotisais en charge 15 000 et des brouettes, et sur les 15 000, j'ai évidemment des cotisations de retraite complémentaire à 8%, et donc ces cotisations sont de 4 000 euros qui viennent s'ajouter à mon efficacité immédiate pour générer mon efficacité globale, 47 650, ce qui nous fait cette fois-ci une efficacité globale de 57%. Donc, comme quoi, à nouveau, payer des charges sur les dividendes, c'est pas forcément si dérangeant que ça. Nous allons mesurer également l'efficacité sur une optimisation et nous allons calculer comment on peut optimiser notamment les revenus différés, c'est-à-dire améliorer la situation non pas immédiate, mais la situation future. J'ai pris l'exemple du dirigeant TNS pour simplifier, une rémunération nette de 100 000 euros avec des charges qu'on a vu tout à l'heure, 41 143. C'est ni plus ni moins que les mêmes exemples avec des petites modifications. L'impôt sur le revenu, c'est le même. Mon revenu net, c'est le même. J'ai également un dividende de 50 000 euros qui m'a généré l'impôt de société, qui m'a généré également des charges supplémentaires sur les dividendes de 15 700, qui me génère également mon PFU de 12,8 à 6 400 euros, soit mon dividende net de 43 600 euros, des cotisations productives de 25 900, donc un revenu global de 156 600. On n'a pas de changement par rapport à tout à l'heure. Donc, un coût global, en fait, j'ai additionné les deux exemples de tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, on a un coût global, si on ajoute le dividende et la rémunération, un coût global de, on va dire, un petit 230 000 euros, ce qui fait une efficacité de 56,84. Vous allez voir que par rapport à tout à l'heure, l'efficacité a diminué. C'est normal puisque j'ai ajouté deux choses et donc, évidemment, les impôts se cumulent. Enfin, voilà. Une efficacité globale de 68%, c'est-à-dire les 156 000 divisé par le 229 000 euros. Est-ce que par rapport à ça, je peux faire mieux si je désire améliorer mes revenus futurs? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On va prendre la même chose, le même exemple, mais cette fois-ci, je vais souscrire au niveau de l'entreprise un plan d'épargne entreprise sur lequel je vais faire un versement volontaire personnel de 1 097 euros et sur lequel l'entreprise va abonder à 3 290 euros. Je vais ouvrir également le compartiment 2, c'est-à-dire le PERCOL, avec un versement volontaire de 1 194 euros et un abondement de l'entreprise de 6 580 euros. Les deux abondements vont sortir évidemment de l'entreprise et à préciser qu'ils ne génèrent pas de charges sociales complémentaires. Ensuite, je vais également cotiser, faire le plein sur la retraite en ajoutant à mon abondement PER collectif un versement PER individuel
article 154, c'est-à-dire dans le cadre de la loi Madelin, de 13 000 euros. Ce qui fait que, alors, 13 000 euros en PER, là, cette fois-ci, ça sort également de l'entreprise et donc déductible au niveau des charges, enfin des charges de l'impôt de société. Par contre, là, ça va générer des charges sociales complémentaires. Je vais avoir donc un total de cotisés de 26 161 euros, cette fois-ci cotisé pour ma pomme. Je reprends l'exemple et je reprends exactement les mêmes règles, sauf que ce qui va changer, c'est que le résultat va être un petit peu différent. Le dividende, de ce fait-là, il va être un petit peu diminué, puisque mon objectif est de ne pas augmenter le coût de l'entreprise. Donc, mon dividende étant diminué, mon impôt de société est diminué, mes charges sur dividendes sont diminuées, mon PFU est diminué, le dividende net évidemment aussi. Par contre, j'ai des cotisations productives qui sont largement augmentées et donc un revenu global qui est également largement augmenté. Tout ça pour un coût entreprise identique. Et là, évidemment, au niveau efficacité immédiate, j'ai diminué puisque j'avais un revenu tout à l'heure de 130 000. Là, je suis à 115, donc je diminue mon efficacité immédiate. Mais par contre, au niveau de l'efficacité globale, si j'ajoute les cotisations productives à 51 800, donc à 167 par 229, je suis à 72,70% d'efficacité globale, ce qui est un bon ratio, je dirais, de redistribution au niveau de l'entreprise. Je reprends donc mon exemple et si on fait le détail de cette stratégie, j'ai baissé mon revenu net immédiat de à peu près 15 000 euros. Par contre, j'ai augmenté mon revenu différé de 26 161 euros qui vont se capitaliser avec un disponible pour les PE à 5 ans ou indisponible à la retraite pour le PERCO et pour le PER individuel. Tout ça disponible en capital, total ou partiel, comme je veux, quand je veux. Et ces capitaux, si on les laisse placer 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous apercevez qu'au niveau, au niveau capitalisation, on n'est pas sur des chiffres qui sont neutres. Hein, en ayant, je dirais, baisser un peu la rémunération de 15 000 euros, on arrive à un effet de levier au niveau de l'entreprise très intéressant puisque à 10 ans, je suis à 300 000, à 15 ans, je suis à 486, à 20 ans, je suis à 700 000 avec une hypothèse de rendement de 3%. Voilà, en ayant bien sûr un petit peu d'actifs immobiliers ou actions dans les capitaux gérés. Pour conclure tout ça, deux possibilités en matière d'optimisation de la rémunération. D'abord, une optimisation immédiate, une efficacité immédiate. Et là, on va être dans l'arbitrage entre salaire de SAS ou rémunération de gérance. Est-ce qu'on se met en SARL ou en SAS? On va avoir aussi la possibilité de faire un arbitrage entre une prime ou un dividende, prime de fin d'année ou dividende de l'année suivante, en payant l'impôt de société, ou alors une efficacité globale avec un arbitrage entre rémunération ou dividende et rémunération différée avec l'utilisation des outils comme on l'a vu tout à l'heure, le PE, le PERCOL ou le PEL. Pour tout ça, votre interlocuteur habituel chez Veloxy est à votre disposition, ainsi que nous, Thomas et moi, qui sommes consultants pour Veloxy en matière de gestion de patrimoine et de protection sociale. Donc, n'hésitez pas à nous demander des études personnalisées. Évidemment, là, on a fait un exemple, mais chaque cas est un cas, comme je le redis. Et donc, il est important de refaire les études pour son propre cas. Écoutez, merci de votre attention. J'en ai fini pour mon côté. À nouveau, je vous présente la petite équipe d'Agora Conseil avec l'équipe de Boulogne et puis l'équipe de Lille. Et puis nos locaux à Saint-Martin. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à nous interroger. Je suis à vous pour les questions et je vais revenir sur le chat pour voir quelles sont toutes les questions que vous auriez pu nous poser. Alors,
Eh bien, écoutez, il n'y a pas de questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser en direct via le chat. J'y répondrai avec plaisir. A priori, tout est clair, pas de questions. Ben, écoutez, je reste à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez besoin de nos services. À très bientôt.